Excellent. Merci, Catherine, et bon matin à vous tous. Alors, durant les prochaines 10 à 15 minutes, j'aimerais partager avec vous un tout début de réflexion des résultats préliminaires sur comment ces vulnérabilités influencent notre compréhension de la trajectoire de services en protection de la jeunesse et notamment en ce qui concerne le placement en milieu substitut. Mais avant que j'aborde ces analyses, je le sais que vous vouliez tous voir des exemples des données. Alors, je vais faire suite à Catherine, puis je vais vous présenter quelques exemples parmi une panoplie d'informations que nous avons co-construit ou considérées ensemble avec les gens de la pédiatrie sociale, ainsi que les différents représentants des ministères. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est une matrice d'information. Je suis vraiment désolé si c'est très petit, mais vous pouvez faire référence au rapport qui se retrouve sur le site de la pédiatrie sociale du Dr Julien. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? C'est une matrice d'information. Voilà. Alors, est-ce que... Oui, et voilà. C'est une matrice d'information qui nous permet à la fois de voir l'information sur les trois indices principaux, c'est-à-dire la concentration de services en protection de la jeunesse, la scolarisation des jeunes, ainsi que la vulnérabilité des familles avec enfants en termes de pauvreté sociale et économique. On rajoute à tout ça d'autres informations considérant où on peut décortiquer la scolarisation pour la proportion des jeunes ou le pourcentage des jeunes un pourcentage des jeunes qui décrochent au secondaire, ainsi qu'une mesure de densité relative à la moyenne. On a également l'information sur la scolarisation des enfants au primaire, pour lequel on considère le pourcentage d'enfants au primaire qui sont en retard au moins d'un an et la densité relative à la moyenne. On rajoute à tout ça également la densité de la population d'enfants et la densité par kilomètre carré, en chiffre absolu et par kilomètre carré, ainsi que notre capacité de comprendre la facilité de se déplacer à l'intérieur d'un territoire CLSC pour lequel on considère les unités de transport en commun par kilomètre carré. Alors, si on revient à l'exemple de Montréal-Nord, je suis désolé si vous ne m'attendez pas bien avec le micro, mais si on revient avec l'exemple de Montréal-Nord, on retrouve que Montréal-Nord, oui, est parmi une des plus élevées en termes de territoire CLSC en ce qui concerne la vulnérabilité sociale et économique, mais on retrouve également à Montréal-Nord qu'un quart des jeunes au secondaire décrochent, qui représente 34 plus élevé que la moyenne. 1 sur 10 des enfants au primaire sont en retard d'au moins un an, qui représente 30 plus élevé que la moyenne. Un territoire CLSC pour lequel on retrouve 1400 enfants par kilomètre carré, avec un accès au transport public d'à peu près 27 unités ou arrêts d'autobus ou arrêts en transport commun par kilomètre carré. Alors, vous voyez que ça nous donne une indication par territoire, CLSC, mais une indication où on ne devrait pas nécessairement comparer un territoire avec des autres, mais juste de comprendre le territoire en isolation, de comprendre la réalité de ce territoire en termes de vulnérabilité associée à ces enfants. De notre grande surprise, et ici l'importance de ce projet-là, c'est que quand on raffine, et en grande partie l'indicateur, l'indice le principal, la pauvreté infantile, pour lequel s'associent plein d'autres vulnérabilités, on retrouve que cette pauvreté, il y a des enclaves de pauvreté qui se retrouvent partout au Québec, éparpillées partout au Québec, pour lesquelles on peut retrouver un CLSC qui ne se retrouve pas comme territoire CLSC parmi les plus vulnérables en termes d'une agrégation de familles avec enfants en situation de vulnérabilité, mais à l'intérieur de ce territoire, on retrouve des poches de pauvreté pour lesquelles les familles avec enfants sont parmi les plus vulnérables au Québec. Alors, c'est là où l'importance d'aller avec des analyses qui raffinent beaucoup plus qu'un territoire CLSC pour lequel nous on été capable de le faire avec la pauvreté ou la défavorisation socio-économique. Alors, si vous portez attention à la dernière colonne, qu'est-ce que ça nous indique, cette colonne? C'est que à l'intérieur, ça nous dit que le pourcentage à l'intérieur d'un territoire CLSC pour lequel se retrouve une agrégation de familles avec enfants en situation de pauvreté parmi les tops au Québec en termes de le premier quintile, les top 20 %. Alors, si on revient encore à l'exemple de Montréal-Nord, 67 % du territoire CLSC de Montréal-Nord contient des agrégations de familles avec enfants qui sont parmi les plus vulnérables au Québec. Et on le lit de la même façon à travers tous les territoires CLSC.
Où sont-ils, ces enfants? Alors ça nous permet de comprendre de façon quantitative et chiffrée, mais où sont-ils, ces enfants? Alors, on revient avec la carte ici au niveau des DA, et si nous pourrons voir le vidéo, on vous donne un exemple du vidéo qui n'est pas là, mais il est là. OK, voilà. Alors, vous voyez, l'île de Montréal, les zones rouges représentent les agrégations de familles en situation de vulnérabilité, qui sont parmi le premier quintile, les top 20 %. On voit l'île de Montréal, on voit comment c'est éparpillé partout sur l'île. Et on retrouve le même phénomène au niveau du Québec. Quand on regarde la même carte au niveau du Québec, on retrouve exactement la même chose. Ici, on fait un zoom directement à l'intérieur de Hochelaga-Maisonneuve. Alors, ça nous permet de comprendre les zones rouges. On voit également que les zones rouges, les hotspots au niveau d'une vulnérabilité, une pauvreté, se retrouvent voisinées parfois des familles avec enfants qui sont parmi les moins vulnérables au Québec. Alors, et là, on peut rentrer directement à l'intérieur de la zone de Hochelaga-Maisonneuve où se retrouve la clinique du Dr Julien, la première, je présume, où on est capable de comprendre l'environnement physique de l'enfant, les déserts d'alimentation, la facilité de se déplacer, le zonage, les parcs verts, les espaces verts, les opportunités que les enfants ont vers la récréation. Et là, on revient au complet au niveau de Montréal, puis ça nous donne une indication de l'ensemble du territoire, et on a fait exactement la même chose, mais au niveau du Québec au complet. Et ici, j'aimerais reconnaître Benoît, voilà. Benoît, qui est un champion, qui travaille pour la Fondation du Dr Julien, qui a créé cette map et continue à peaufiner à conséquence. Alors, voilà, ça vous donne une indication de les données. Alors, juste de façon générale, vous voyez l'utilisation de ces informations dans une certaine réflexion, concernant l'offre de services. Comment est-ce qu'on peut intervenir auprès de ces communautés? Comment est-ce qu'on peut intervenir auprès de ces enclaves de pauvreté? Comment est-ce qu'on peut comprendre les besoins de ces enfants? Comment est-ce qu'on peut comprendre l'accessibilité, la disponibilité de ces services, des services existants pour ces enfants, et avec d'autres mesures également qui incluent des mesures subjectives qualitatives. Alors, de vraiment forer davantage, un peu comme Dr. Goldfield nous a mentionné tantôt. Alors, ça vous donne une indication du projet pour lequel j'aimerais maintenant pousser un peu plus loin et demander à quel point est-ce que ces vulnérabilités populationnelles commencent à expliquer une différence, une variation, et notamment en ce qui concerne les services de protection à la jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le pourcentage d'enfants qui sont placés par région durant la dernière décennie au Québec. Et on voit une variation régionale d'une différence relative de 72 %. Alors, en partant, qu'est-ce qui est à noter ici, c'est que la grande majorité des enfants desservis en protection à la jeunesse ne finissent pas placés en milieu substitut. 21 % des enfants desservis vont être placés en milieu substitut. Et il y a une variation d'à peu près 72 % au travers des territoires. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer une partie de cette variation en prenant en considération les vulnérabilités populationnelles? On s'est lancé dans une étude un peu plus poussée, une étude longitudinale à multiniveau, où on suit 122 000 enfants, tous les enfants desservis en protection de la jeunesse durant la dernière décennie au Québec. Et on voit ici les lignes, les régions pour lesquelles on retrouve les 0-5 ans, les 0-4 ans, les 5 à 11 ans et les 12 à 16 ans. On retrouve une distribution curviligne où on voit que les nouveau-nés, les nourrissons et les adolescents sont ceux avec le pourcentage le plus élevé de placement. Les besoins associés à l'âge de l'enfant, les besoins au niveau de le mieux-être et le développement, est différent. Alors, qu'est-ce qu'un adolescent, leurs besoins au niveau de l'adolescence, en contact avec le système de protection à la jeunesse, comparativement à les jeunes enfants, est différent. Alors, on a fait 3 modèles séparés. Pour les 0-4 ans, avec un modèle multiniveau, on prend en considération tout le risque qu'on connaît, on peut observer au niveau de la protection à la jeunesse, et on inclut là-dedans également la pauvreté extrême, la pauvreté relative et les dépenses en santé et services sociaux au 2e niveau.
de la région. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici au premier niveau, c'est-à-dire au niveau de l'enfant? C'est que la grande majorité du risque du placement est expliquée par le mode de vie des parents qui représente une catégorie en protection à la jeunesse, en grande partie associée à les risques autour de la négligence. Négligence physique, matérielle, santé, psychologique, émotionnelle, mode de vie des parents souvent associé à la toxicomanie, problèmes de santé mentale sévères, un mode de vie à haut risque. Et ce qui est intéressant ici à considérer, c'est que la pauvreté individuelle associée à la famille explique une hausse dans la probabilité de placement pour les 0-4 ans. Dans les 5-11 ans, on voit que le risque, quand même, reste au niveau de la négligence, au niveau de les catégorisations de la négligence, mais qu'on commence à voir maintenant pour les plus vieux, les 6 à 11 ans, en grande partie, c'est les 9 à 11 ans, des troubles de comportement qui commencent à prendre une puissance en magnitude. Et encore une fois, la pauvreté au niveau individuel et familial influence le risque du placement. Tandis que pour les adolescents, en grande partie, c'est lié avec le trouble de comportement. Alors, on voit déjà une histoire qu'on avait vue dans le passé. C'est une étude qui a été déjà publiée. Mais quand on prend en considération la pauvreté au deuxième niveau, pris en compte maintenant qu'on a déjà mesuré la pauvreté au niveau de la famille, l'enfant, quand on prend en considération les différences à travers les régions en termes de pauvreté et on prend en considération le pourcentage de personnes qui reçoivent des prestations du dernier recours, le pourcentage de familles en faible revenu avec enfants et également les dépenses pour la santé et services sociaux, moins les services de protection jeunesse, jeunes en difficulté. Qu'est-ce que cette étude nous montre à multiniveau? C'est que en rajoutant les catégorisations de pauvreté, ça explique une hausse dans les taux de placement et ça explique 57 de la variation dans l'utilisation du placement à travers les régions. Pour les 0-4 ans, ça explique 38 de la variation à travers les régions pour les 5-11 ans et ça explique 0 de la variation pour les adolescents, en grande partie qui viennent pour des raisons de troubles de comportement. Ceci dit, si avec la même analyse, mais préliminaire encore, ça continue, ça explique, même si ça n'explique pas le placement ou la variation au niveau du placement pour les adolescents, ça réduit, une fois placé, ça réduit la probabilité de réunification pour ces mêmes enfants, ces mêmes jeunes. Alors, vous voyez un peu l'utilisation de ces informations, un regroupement de bases de données, l'information qui reste objective et populationnelle et qui ont une nuance également parce qu'on n'est pas capable de décortiquer pas les expériences, mais les anomalies, comme Dr. Goldfield nous disait tantôt, où on retrouve des quartiers pour lesquels il y a une pauvreté significative, mais ça va bien pour les enfants, versus d'autres enclaves pour lesquelles ça ne va pas bien pour les enfants, et de comprendre ces différences, les facteurs résilients. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces environnements sont pour lesquels un enfant va mieux versus un autre. Alors ici, en termes du projet, on boucle le tout. Les données permettent à la fois pour la Fondation du Dr. Julien, mais également pour d'autres services communautaires, le réseau de santé et services sociaux, de réfléchir sur les besoins, les grands besoins de ces enfants et où se retrouvent ces enfants-là, pour lesquels on rajoute à tout ça une réflexion, une appropriation liée à la mobilisation de la communauté, les leaders dans les communautés, la cohérence des services existants, la disponibilité et l'accessibilité de ces services-là, et également l'opportunité d'élargir ce réseau, de développer des partenariats à la fois au niveau du réseau de santé, services sociaux et l'éducation. En même temps, ça nous permet également de se questionner, de peaufiner, de rajouter d'autres informations pour lesquels on voudrait comprendre à quel point ces vulnérabilités jouent un rôle d'atténuation, de modération, même de mitigation au niveau du risque et le mieux-être de ces enfants, où on veut maintenant peaufiner et rajouter d'autres informations au niveau de la pénurie, le désert alimentaire, la récréation, les espaces verts, la mobilité, de peaufiner encore plus et même de rajouter de l'information peut-être éventuellement de façon qualitative. Alors,
Avec ça, je vous laisse. Je remercie la Fondation pour le leadership, pour ses démarches. Je reconnais la contribution de tout le monde dans ce projet. Alors, ce projet ne serait pas possible sans la collaboration des différents ministères, l'accès aux données, pas seulement l'accès aux données ou la co-construction de l'information, mais également l'appropriation de l'information. À la fois nous, les universitaires, comme les chercheurs, les cliniciens de la pédiatrie sociale, comme les gens de politique sociale des ministères qui nous ont permis de comprendre et de développer ce beau projet, ces informations. Et je vous encourage de continuer à développer cette culture de questionnement dans le but de mieux servir les enfants qui sont parmi les plus vulnérables dans notre société. Merci.